Oui, chers amis, nous démarrons donc cette séance consacrée à la communication libre. Évidemment, vous avez tous retenu Handel et ses sacrements. On espère comme ça perpétuer la tradition de l'Académie royale de chirurgie fondée par Louis XV. Donc nous sommes chez Jean Maréchal. C'est toujours un plaisir de recevoir les collègues et les praticiens de notre compagnie. Alors, on va tout de suite aussi annoncer un événement qui a lieu la semaine prochaine, auquel je vous invite tous. C'est la présence ici de l'IRCAD, avec Jacques Maresco et toute son équipe, qui vont faire une séance sur les actualités en chirurgie robotique, viscérale, bien sûr, mais pas seulement. Vous verrez, il y a beaucoup de choses. Et donc, c'est une occasion de saluer un des grands premiers cordées de la chirurgie française. On va resaluer certainement également, si vous participez tous à la fin du mois de juin, le 24 juin, il y aura une grande séance à Strasbourg, à l'IRCAD, mais également en première partie de l'activité de la journée du 24 juin, il y aura une séance vraiment formidable au Parlement européen, notée par notre collègue Carole Bachelin, chirurgien du sein, qui est bien connu, et qui va présider pour cette année la première commission de l'Académie consacrée à la féminisation des métiers de la chirurgie. Et donc, la séance au Parlement européen le 24 juin aura pour thème Femmes et chirurgie. Donc, je vous y invite tous. Il faudra que vous preniez vos réservations auprès du secrétariat de l'Académie parce qu'il y a une réception le 23 au soir à Jacques Maresco, dans un restaurant 5 étoiles auquel nous sommes invités. Et donc, il faudra donc que le maximum de collègues puissent participer à cette séance exceptionnelle. D'autres éléments d'information? Bon, c'est pas voilà. Évidemment, tout le programme de cette année est déjà quasiment complet. On voit une forte appétence pour les séances de l'Académie de chirurgie. C'est un plaisir et on veut donc que cette année soit dans la continuité de la présidence de Philippe Marc, c'est-à-dire poussée par l'excellence. Notre objectif, c'est l'excellence de la chirurgie française. Donc, on va tout de suite expliquer ce propos. On doit d'abord, je rappelle à mes devoirs, donner la parole à nos secrétaires de séance, en particulier donc aujourd'hui à Jean-Pierre Rosenbaum, notre collègue qui va faire le résumé de la séance précédente, qui était une séance consacrée à la médecine légale, autour de la chirurgie. On va essayer de résumer au mieux. Alors, monsieur le président Albert-Claude Benamou, monsieur le vice-président Pascal Richman, monsieur le secrétaire général Hubert Joannet, merci de m'avoir fait l'honneur de participer à votre équipe au poste de secrétaire annuel de cette illustre institution. Monsieur le président Philippe Marc, vous avez été pour moi un exemple tout au cours de cette dernière année. Académiciens et académiciennes, merci de votre indulgence. J'ai le plaisir de faire le résumé d'une séance passionnante qui illustre parfaitement le caractère horizontal de l'Académie, car elle concerne toute la chirurgie, y compris les actes interventionnels. Sécurité du matériel au bloc opératoire et en salle hybride, le titre est un peu long, risque assurantiel, précaution informatique, prévention technique, sécurité biologique, quelle stratégie pour les experts? Elle a été coordonnée par Jean-François Mercier et modérée par Iraj Kanjbak. La séance est introduite par le président Albert-Claude Benamou qui ouvre cette séance, cette première séance de l'année académique et indique qu'elle s'intégrera, que cette séance s'intégrera dans le rapport confié au vice-président Pascal Richman. Et il félicite le travail accompli par les secrétaires annuels, Maxime Ross et Jean-Louis Béraud, et rappelle l'importance de ces résumés et mémoires et des OI. Maxime Ross, après avoir présenté le résumé de la dernière séance, adresse ses vœux à l'Académie ainsi qu'au nouveau secrétaire annuel, Georges Abilaoud, ici présent, en son nom, et en celui, et à moi, bien sûr, c'est meilleur également à moi, en son nom et en celui de Jean-Louis Béraud. Jean-François Mercier introduit ensuite la séance dont la finalité est de connaître les risques et d'établir une démarche préventive.
La première présentation est réalisée par Philippe Azimour, qui est directeur général de l'assurance branchée, qui présente une cartographie des risques au bloc opératoire et salle interventionnelle. Quelle fréquence, quelles recommandations? Il est en compagnie de Graham Billingham, qui est Chief Medical Officer du porteur de risque MedPro, et du professeur Mutter, consultant branché. La cartographie des risques est l'ensemble des réclamations et sinistres déclarés aux assurances et à leurs conséquences financières. Elle est réalisée tous les 2 ans. L'assurance finance la fréquence des événements, qui est médecin dépendant, et leur gravité, qui est magistrat dépendant. L'identification des risques est nécessaire pour anticiper les risques et limiter leurs conséquences. Si le nombre des plaintes a sensiblement diminué, les indemnisations ont, elles, augmenté. Et 2 nouveaux risques sont apparus, le cyber-risque dont les médecins ne sont pas encore assez conscients et le problème de personnel que nous connaissons tous, apparemment lié au contexte actuel tel qu'il l'exprime. Bien qu'il n'y ait pas eu encore d'effet Covid, on s'attend à avoir des plaintes pour perte de chance liées au retard de traitement. Le professeur Mutter nous a présenté une analyse fine des mises en cause dont l'identification a pour but de limiter les condamnations. Les sources plus fréquentes de mise en cause sont la mauvaise gestion de l'infection, prise en charge tardive, défaut de traçabilité, mauvaise prescription, et excusez-moi pour la faute d'orthographe, non-respect des recommandations des sociétés savantes. Malgré l'amélioration des prises en charge, les experts constatent encore des anomalies dans 20 à 40% des plaintes. Le défaut d'information préalable est encore reconnu dans 30% des plaintes. Il cite en exemple la qualité exemplaire de la chirurgie bariatrique. Ces deux problèmes évoqués sont source d'augmentation des primes et peuvent être perfectibles. Le docteur Billingham de MedPro, qui est le réassureur porteur de risque et qui assure environ un tiers des chirurgiens, nous donne une image de la situation aux États-Unis où nous retrouvons des problèmes similaires. Il souligne en plus les problèmes de la learning curve, en particulier en robotique, le retard de prise en charge qui entraîne des pertes de chance. La chirurgie orthopédique et viscérale sont les principales sources de mise en cause. Il évoque l'importance de la communication, de l'information, de la sélection du patient, mais également de la mise à jour des connaissances du chirurgien. Jacques Caton conteste la comparaison faite avec les États-Unis et souligne qu'en France, OrthoRisque a effectué depuis 15 ans un travail considérable qui a permis de diminuer le nombre de plaintes et que finalement, cette augmentation des coûts était plutôt liée à l'éducation des juges. Le président Albert-Claude Benamou a souligné l'intérêt de la comparaison avec d'autres pays. Philippe Azimour a confirmé l'intérêt de la comparaison avec les États-Unis dans la mesure où leur problématique nous précède de quelques années et il évoque les progrès à faire sur la partie non technique, notamment la partie comportementale et la partie informative. Richard Villet a évoqué les problèmes du diplôme à vie et le travail accompli ici pour la formation. Et il interroge sur les moyens d'évaluation. Et Iraj Ganjbak souligne qu'on ne peut avoir un permis d'exercer à vie et que celui-ci doit être temporaire avec des contrôles de pratique de connaissances édictés par les sociétés savantes. Ensuite, Sophie Lettmann-Jonas, maître Lettmann-Jonas, qui est une avocate spécialiste en cybercriminalité, a présenté intrusion dans les systèmes informatiques du dossier patient, des appareils et instruments connectés. L'attention des chirurgiens est attirée sur les nouveaux problèmes posés par la cybercriminalité, dont l'importance est grandissante et le coût très élevé. La prévention est devenue indispensable au regard des conséquences. Le développement des robots opératoires et autres appareils chirurgicaux connectés pose le problème de la sécurité et de la prévention des liaisons Internet. Un téléphone hostile peut par exemple perturber le bon fonctionnement de certains appareils. Les cyberattaques sont volontaires, parfois opportunistes, mais le point d'entrée est souvent dû à une négligence humaine, et cela dans environ 30% des cas. Des références ont été établies par l'ANSI et on peut évoquer quelques recommandations. Attention au Wi-Fi non sécurisé, ne pas mélanger la messagerie personnelle et professionnelle, attention au transfert de données, attention aux liens malveillants et aux applications compromises, attention aux portables et aux smartphones qui doivent être sécurisés, mais il faut également faire acter par les collaborateurs toutes les obligations et sécuriser les connexions
avec les prestataires et partenaires. Il faut enfin avoir un plan de gestion de crise géré par le coordinateur ou référent pour répondre aux cyberattaques. Iraj Ganjbak a complimenté la qualité de cette communication. Nous avons eu ensuite Françoise Tissot-Guéraz, qui est hygiéniste aux hôpitaux de Lyon et expert à la Cour de cassation. Elle a présenté enquête épidémiologique en cas d'infection du site opératoire, ISO. L'enquête épidémiologique est réalisée à la demande des intervenants lors d'une infection exceptionnelle ou d'une fréquence exceptionnelle d'infection. Elle a pour but d'identifier et de prévenir. Elle doit être déclenchée dès l'infection connue. Elle est parfois simple quand la cause est évidente, mais c'est une tâche parfois complexe quand il existe de nombreux facteurs. Par exemple, le terrain du patient, le type d'infection et le nombre d'intervenants, le type de chirurgie, la technicité de l'opérateur et de son équipe, la procédure opératoire, l'antibioprophylaxie qui doit être validée, la procédure de stérilisation du matériel, la formation continue des équipes, l'état du bloc opératoire. On retiendra la nécessité de conserver la traçabilité du matériel, l'importance de la formation des équipes qui interviennent au bloc opératoire, un chirurgien expérimenté a moins de risques d'infection, l'importance de la formation continue. Pour conclure, il est souligné l'importance de ces enquêtes dans la prévention et donc la nécessité de son déclenchement rapide. Olivier Jardet a exprimé le fait qu'il est parfois difficile de récuser un patient à risque insistant sous peine d'être accusé de refus de soins. La présentation suivante était faite par Bertrand Steb, qui est ingénieur expert à la Cour de cassation. Identification et conséquences des pannes techniques, quelle prévention possible? Les évolutions électroniques et informatiques du matériel chirurgical augmentent le risque de dysfonctionnement. Fourniture électrique, ventilation, gestion des fluides, liaison informatique font l'objet de réglementation et de contrôle. On définit le matériel fixe et le matériel mobile qui présentent plus de risques. La courbe de vie d'un produit est en forme de baignoire. La première phase, appelée période de déverminage, est la période où il y a le plus grand taux de défaillance. La deuxième phase, la période utile, le produit est mature, on observe peu de défaillance. La troisième phase, la phase d'usure, on peut observer des dysfonctionnements qui augmentent, mais qui peuvent être réparés. La majorité des pannes survient statistiquement lors de la mise en marche et correspond au cycle thermique. Les appareils électroniques stratégiques restent en fonctionnement continu. On retiendra la nécessité de vérifier l'intégrité des appareils avant toute intervention et le branchement des équipements. 90% des expertises concernent la phase 1, parfois aggravée par un manque de formation de l'opérateur. Aucune expertise ne concerne la période d'usure. En conclusion, dit-il, ne pas acquérir un matériel qui vient d'être mis sur le marché, procéder à des vérifications avant toute intervention, vérifier la maintenance. À noter que le personnel est souvent hostile au changement de matériel. Olivier Jardet interroge sur la responsabilité du chirurgien contre qui la plainte est engagée et qui doit assumer la responsabilité, même en cas de défaillance du matériel. Bertrand Steb répond qu'il faut utiliser le matériel conformément à la notice et c'est la ligne blanche à ne pas dépasser. Ensuite, la dernière présentation était faite par Philippe Bourrion, qui est procureur adjoint près du tribunal judiciaire de Bobigny. Et la présentation était « Quelles caractéristiques pour la responsabilité pénale et civile à raison du matériel ?» Il existe très peu de jurisprudence. La responsabilité civile vise à indemniser et la responsabilité pénale à réprimer. On est responsable des personnes qui nous entourent et on est responsable qu'en cas de faute. Qu'est-ce qu'une faute pénale? La responsabilité pénale est rarement mise en cause chez le chirurgien. Elle peut être mise en cause en cas de maladresse, par négligence, par exemple perforation, par assistance d'un anesthésiste non diplômé ou qualifié, pour un homicide involontaire lié à un non-respect des normes, par les conséquences d'une faute liée à la non-transmission des informations, par exemple un radiologue qui n'aurait pas transmis l'information au chirurgien. Le mot délibéré est important. Un acte chirurgical inutile préconisé par le chirurgien ou acte réalisé quand même alors que le matériel ne fonctionne pas lorsqu'un problème préopératoire est détecté. Le juge va être éclairé par les experts qui évaluent les circonstances et le respect des chirurgiens, des données acquises par la science.
La notion de lien de causalité directe ou indirecte en présence de plusieurs acteurs est parfois complexe. L'auteur indirect est celui qui a contribué à la réalisation d'une faute, de façon intentionnelle ou non. La multiplicité des intervenants médicaux et techniques au bloc opératoire pose le problème de l'imputabilité des accidents en présence de la pluralité des fautes. Il est important de préserver les preuves, d'immobiliser les équipements incriminés et de sauvegarder les données et l'imagerie. En conclusion, le manquement doit sauter aux yeux pour arriver au pénal. Enfin, Iraj Ganjbak a conclu en remerciant les orateurs et les personnes présentes et a indiqué que plus la chirurgie s'améliore, plus les exigences augmentent. Il a lancé un message aux législateurs et aux juges quant à la responsabilité croissante des chirurgiens qui doivent répondre à des exigences croissantes et regrette le temps jadis où on disait avoir été sauvé par la chirurgie. Je vous remercie.